Dans un monde où la responsabilité de plein droit du professionnel vis-à-vis du consommateur est la règle, et où l'écrit tient une place centrale dans nos procédures judiciaires, il est primordial que le professionnel acquiert des réflexes pour réagir face à un litige avec un client. Trop de litiges sont tranchés, à tort ou à raison, au détriment du professionnel qui, en réalité, n'a pas su faire valoir, n'a pas su documenter sa position au moment où il aurait fallu, alors même que le client, de son côté, est, lui, assisté d'associations avec consommateurs et qu'il il est parfaitement informé de ses droits. On peut comprendre une certaine inertie du professionnel dans la mesure où il a beaucoup de choses à faire en termes de contraintes opérationnelles, administratives, commerciales. Pour autant, aussi absorbé soit-il, il faut qu'il pense à acquérir des réflexes en cas de litige avec son client. Car malheureusement, l'inertie, l'absence de réaction, les mauvaises réactions sont du plus mauvais effet devant les tribunaux, en partant du principe quand même que nous sommes dans un droit très consumériste, très en faveur du consommateur, et où, encore une fois, le professionnel est présumé responsable de plein droit. Donc ce petit atelier, que je vais essayer de faire assez court, vise en fait à vous donner quelques réflexes à adopter en cas de litige face à un client, selon 3 phases en fait, tout simplement le début du litige, en cours du litige et à la fin du litige. Alors au début du litige, ça peut paraître assez évident, mais il faut impérativement, quand vous avez une réclamation écrite du client, y donner suite. Alors pas forcément écrire, mais ne pas non plus ne pas réagir. J'ai trop vu en fait de litiges avec des relances de clients, relance sur relance, qui n'étaient pas satisfaits et pour lesquels le professionnel ne réagissait pas. Il est primordial, tous ces éléments seront produits ensuite dans un contentieux judiciaire, et si le professionnel n'a pas les moyens de montrer qu'il a par diligence fait suite aux demandes de ses clients, l'affaire est quand même mal engagée. Donc la première chose à faire quand vous avez une réclamation écrite d'un client, c'est d'analyser évidemment les griefs. Si vous avez les moyens de les contester par écrit, faites-le vite, rapidement, point par point. Mais écrivez pour contester. Là où il est difficile d'écrire, c'est quand vous avez des torts. Dans ce cas-là, il vaut mieux accuser réception du courrier du client, lui disant qu'on a bien accusé réception de sa demande de manière assez neutre, et ensuite faire en sorte de s'adresser à lui verbalement au cours d'un entretien téléphonique pour essayer d'envisager une solution. Ce sont vraiment les réflexes de base. Moi, j'ai été confrontée à des litiges où malheureusement, il n'y avait plus grand-chose à faire, dans la mesure où il y avait une accumulation de pièces dites à charge, c'est-à-dire des relances de clients, des constats d'huissier, des lettres d'avocats, et en face, vraiment trop grande inertie du professionnel qui finalement était intervenu un peu tard et avait pris conscience de la gravité des choses, alors même qu'il avait laissé accumuler trop de temps derrière lui, et que même dans l'hypothèse où le client est de mauvaise foi, où on peut commencer à argumenter sur le bien fondé de ses griefs, c'est très difficile à faire quand il y a autant de temps qui est passé avec des éléments uniquement à charge. Encore une fois, il faut réagir. Le deuxième point, c'est plutôt en cours de litige. Donc, en cours de litige, c'est ce que j'appelle en cours de litige, parce que l'affaire, en fait, que le conflit s'est un petit peu aggravé, en tout cas c'est un peu enlisé, les parties se sont opposées, et finalement le client, souvent à cette étape-là, fait intervenir un tiers. Alors, il y a 2 sortes de situations avec des tiers. Il y a le tiers expert assurance, et il y a aussi le tiers avocat. Alors, le premier cas de figure, c'est le tiers expert. En fait, bien souvent, le client, parce qu'il ne paye pas cette intervention-là dans la mesure où elle fait partie de son assurance protection juridique multirisque habitation, il fait appel à son assureur, lequel va mandater un expert chez le client pour faire un état des lieux, des désordres et des problématiques en fait, qui se passent. Cet expert est évidemment mandaté par l'assurance du client. Donc, ce qui est assez fréquent, c'est qu'il va envoyer au professionnel, en réalité, un courrier
un courrier qui est intitulé une lettre de convocation à expertise amiable et contradictoire. Alors ne vous y trompez pas, c'est un courrier en réalité auquel il faut donner suite, bien évidemment, là encore. C'est important d'y répondre dans tous les cas. Si vous n'y répondez pas, si pire, vous n'allez pas au rendez-vous, expertise amiable et contradictoire, il faut bien comprendre que parce que vous aurez été convoqué formellement à y aller, à vous y rendre, en fait, l'expertise amiable va se tenir, des éléments vont être fournis, l'expert va discuter avec le client, ça va faire l'objet d'un rapport d'expertise, et comme il n'y aura pas eu de contradiction de votre part, mais en réalité, il va y avoir un rapport d'expertise qui va être basé sur les seuls éléments du client. Donc évidemment, à l'occasion d'une procédure judiciaire, on a un seul rapport d'expertise amiable et dit contradictoire parce que vous avez été convoqué mais que vous n'y êtes pas allé, qui sera remis au juge. Alors effectivement, le juge n'est pas lié par les conclusions du rapport d'expertise, certes, mais il sera certainement influencé, surtout quand il y aura une accumulation finalement de constats sans entendre votre voix s'exprimer. Donc, la meilleure chose à faire, c'est quand vous recevez une lettre de convocation, vous allez à la convocation, vous allez à l'expertise, mais pas seul. Vous y allez avec votre expert, vous y allez avec votre avocat, vous y allez avec des personnes dont la voix technique compte, vous, votre poseur, voilà, pour pouvoir apporter la contradiction. Parce que, dans le pire des cas, s'il y a une procédure judiciaire, le rapport d'expertise retranscrira finalement les allégations réciproques des deux parties et vous aurez eu l'occasion de vous exprimer, de contester et éventuellement de soulever la mauvaise foi du client sur certains points. Vis-à-vis de l'autre tiers dans la boucle qui peut être mandaté par le client et qui est l'avocat. Alors là aussi, lettre de mise. En fait, ce qui doit vraiment être une alerte pour vous, c'est la lettre de mise en demeure de l'avocat. La lettre de mise en demeure de l'avocat n'est jamais neutre. C'est le préalable nécessaire et obligatoire à l'assignation. C'est l'élément à charge majeur, si vous n'y répondez pas, qui d'ailleurs sur lequel, en principe, l'assignation, la base duquel l'assignation est rédigée. Vraiment. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous recevez une lettre de mise en demeure d'un avocat, il faut que vous sachiez que la tentation est grande de répondre. Il faut le faire. Mais de deux manières. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de contester, encore une fois, comme pour la réclamation écrite, les allégations du client, vous le faites, vous contestez point par point et vous le faites dans le délai imparti dans la mise en demeure, si possible, de manière à pouvoir, s'il y a une assignation, qu'il y ait un élément à décharge, en tout cas, vous permettant de vous défendre suite à la mise en demeure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dans l'hypothèse où vous, par contre, vous considérez que la réclamation est quand même fondée, qu'il y a des chances qu'il y ait une condamnation à la fin par un tribunal. Dans ce cas-là, vraiment, c'est important d'avoir conscience d'une chose. Si vous avez l'intention d'entrer en voie de négociation avec le client, ne faites pas les choses à la légère, dans le sens où tout ce que vous avez communiqué à l'avocat ou au client directement n'est pas couvert par la confidentialité. Tout sera produit in fine devant un juge en cas d'échec des négociations. Donc, par exemple, le fait même de vous manifester et de dire que vous proposez des choses pourra être interprété comme une reconnaissance de responsabilité par un juge. Donc, la seule chose qui vous prémunit de cela, outre la communication verbale, mais face à une lettre de mise en demeure d'avocat, il faut commencer quand même à écrire, c'est de prendre vous-même un avocat, en fait. Parce que dans les échanges entre avocats, il y a une bulle de confidentialité, ce qui fait que chaque fois que vous ferez une proposition commerciale, elle sera couverte par cette bulle-là et elle ne pourra pas ressurgir en cas d'échec des négociations devant le tribunal. Les avocats sont tenus de respecter les informations qu'ils ont recueillies dans cette phase-là. Donc l'avocat adverse ne pourra pas invoquer votre proposition commerciale dès lors qu'elle aura été formulée dans le cadre par votre avocat dans le cadre de l'échange avec son confrère. Donc c'est très important de retenir ça parce que évidemment ça change la donne dans l'état d'un dossier. Selon que les propositions commerciales ont été couvertes par la confidentialité ou non. Parce que si elles ne le sont pas, le juge aura tendance à se fier à vos propositions commerciales pour construire son jugement et souvent en condamnation parce qu'il aura considéré que vous avez reconnu
d'une certaine manière votre responsabilité. Et si en revanche c'est couvert par la confidentialité, vous pouvez repartir un peu comme neuf, enfin en tout cas vierge de ces propositions-là et pouvoir vous défendre de manière contentieuse. Voilà, ça c'était les deux étapes au cours du litige importantes de réflexe à avoir. La troisième phase, et elle est très importante aussi, c'est l'issue du litige. Souvent les clients, les professionnels, considèrent qu'une fois qu'un accord d'intervention, de remise commerciale, et comme ça est acquis avec le client, le litige est purgé. C'est vrai dans beaucoup de cas parce que le client n'a pas intérêt à revenir vers vous indéfiniment sur le même problème. Mais il y a des cas quand même où malheureusement le client est insatisfait par la solution que vous avez trouvée, parce que par exemple la pause que vous aviez proposée n'est pas tout à fait ce qu'il espérait ou parce qu'il considère qu'il n'a pas pu utiliser sa cuisine comme il le fallait, etc. Donc, vous avez les moyens de dire vous êtes intervenu, mais pour autant, ça ne satisfait pas le client et rien ne vous met à l'abri d'une autre demande, en fait, du client à cet égard. Donc, c'est quand même très, très, très important de formaliser un accord. Alors, par exemple, pour un problème de pause, de faire signer un certificat de fin de pause, un nouveau certificat de fin de pause qui va permettre de lever les réserves du client, voire même de faire en sorte qu'il reconnaisse être satisfait, etc. Et la meilleure des choses, c'est le protocole d'accord. Parce que le protocole d'accord, déjà, on peut mettre une clause de confidentialité, ce qui fait que, par exemple, le client ne pourra pas dire j'ai été insatisfait, ou ne pourra pas faire de commentaires sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez l'encadrer dans une clause de confidentialité. Il actera qu'il est satisfait et il actera du fait qu'il renonce aussi sur ce problème à vous demander quoi que ce soit d'autre. Donc vous voyez, c'est quand même important de formaliser en fait rapidement les choses et c'est la seule manière de vous assurer qu'un litige est véritablement clôturé. Donc en résumé, sur les réflexes à avoir, réclamation écrite, on répond, en tout cas on ne laisse pas sans réponse. On répond par écrit si on a les moyens de contester et si nous n'avons pas les moyens de contester, on accuse réception et on essaie verbalement de trouver un accord avec le client. Quand il y a un tiers mandaté par le client, on fait attention si c'est un expert ou un avocat. Il y a des réflexes à avoir particuliers pour l'un et pour l'autre. Pour l'expertise amiable, on y va avec un expert. Pour l'avocat, en fonction de l'enjeu du litige, on prend soi-même un avocat pour être sûr que ce qu'on va dire dans le cadre de la négociation sera couvert par la confidentialité. Et enfin, clôturer proprement le litige en faisant signer un document à son client pour être certain qu'il n'y aura plus de réclamation sur ce problème-là. Voilà, je vous souhaite... j'espère que ces conseils vous auront été utiles et je vous souhaite une bonne continuation.